Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire. Donc l'intitulé Cuisiner à basse température en EHPAD. L'objectif en tout cas pour ma partie, c'est non pas d'apporter de la précision technique sur des couples temps-température, par exemple, à la cuisine basse température, parce que là, ça nous amènerait vraiment trop loin. C'est plutôt de déblayer et de clarifier ce que l'on peut entendre ou sous-entendre dans ce grand tiroir dans lequel qui s'intitule Cuisine basse température. Rapidement, je suis cuisinier. Formateur, donc parcours de cuisinier du très très bien au bien moins bien. Mais bon, c'est ainsi qu'on se forge une expérience. Et puis, cela fait environ 95, donc ça fait 25 ans que je suis formateur et que j'ai choisi d'axer mes interventions, mes actions sur la restauration collective, parce que c'est là que je considère humblement que sont les véritables enjeux professionnels, qu'ils soient techniques, qu'ils soient sociétaux, qu'ils soient humains. Je considère que la restauration collective, c'est un terrain fou et merveilleux à découvrir. Et donc, c'est ce qui fait que je suis formateur en restauration collective. Et dans les thématiques de formation, les cuissons à juste température ou à basse température, on précisera les termes, sont un des axes, je dirais, un des axes forts. Voilà, déjà de clarifier ce que l'on entend par cuisson basse température. Déjà cuisson, et puis ensuite basse température. Et par exemple, on entend parler de cuisson basse température ou de la basse haute température, le sous-vide, les cuissons longues, les cuissons de nuit, les cuissons de 36 heures. Enfin, clarifier tout cela. Quels intérêts, quel point de contrôle, de maîtrise, de vigilance à avoir avec cette technique. Et puis ensuite, et ça fera le lien avec l'intervention de Johan par la suite, les quelques freins qui parfois existent dans l'environnement des cuisines et comment les lever ou comment argumenter et pouvoir aller en direction de cette qu'est-ce qu'on entend par cuisson basse température? On entend aussi des termes comme juste cuisson ou cuisson à juste température. Et puis, il y a la cuisson traditionnelle qui est la méthode avec laquelle nous tous, nous les cuisiniers qui sommes sur le terrain, avons appris notre métier, les repères techniques de notre métier. Et quand je dis cuisson traditionnelle, c'est encore aujourd'hui les modes de cuisson qui sont encore en école transmis par les profs et les formateurs. Ce qui veut dire que la cuisson traditionnelle dont je vais vous parler dans quelques secondes, c'est encore aujourd'hui le mode d'apprentissage et le repère technique dispensé dans les différentes écoles. Donc, alors, qu'est-ce qu'on entend tout d'abord par cuisson? Préciser. Hein. Donc, quand je parlerai de cuisson dans cette intervention, c'est vraiment c'est l'interaction, c'est la coagulation des protéines, enfin, c'est l'action de la chaleur sur l'aliment. On entend parfois parler de cuisson au sel, cuisson au sucre, cuisson au citron. Est-ce que le sucre cuit les jaunes d'œufs? Donc, je mettrai à part ces termes de cuisson qui sont plutôt des coctions, hein, qui sont plutôt des hydratations des protéines, pour parler de l'action de la chaleur sur les aliments. Donc, en cuisson traditionnelle, principalement sur les viandes,
que en cuisson traditionnelle, le résultat d'une cuisson, d'un rôti de bœuf par exemple, c'est ce que vous voyez sur le schéma que je parcours avec ma souris, c'est-à-dire qu'un roast beef, à l'issue de la cuisson, un rôti de bœuf, à la sortie de la cuisson, il a cet aspect que j'appelle tricolore et qui est un extérieur qui a croûté, un extérieur qui est devenu marron, gris, marron, brun, une zone intermédiaire qui sera rosée et un intérieur qui est parfois et très souvent cru, tiède, voire froid. Je caricature un peu. Donc ça, c'est le rôti traditionnel qui a cuit de façon traditionnelle. Qu'est-ce que c'est que cette cuisson traditionnelle? C'est celle que nous enseignent encore aujourd'hui les profs et les formateurs, c'est-à-dire enfourné à four chaud, 220, 240. Ça, ce sont les repères du plancher Sylvestre, du Grégoire et Saunier, enfin donc des référentiels du CAP. Donc d'enfourner la cuisson et ensuite de juger la cuisson, non pas à la sonde, mais au doigt et à l'œil, comme diraient nos anciens, c'est-à-dire en tâtant le produit et suivant sa fermeté, bien le cuisinier expérimenté appréciera de la pointe de cuisson selon ce qu'il désire. Et lorsqu'on a un rôti qui a une forme non calibrée, telle que le triangle qui est schématique, qui est là dessiné, on se retrouve avec une pointe qui est surcuite, un intermédiaire qui est rosé, qui est intéressant, et on peut avoir une partie épaisse qui sera très saignante. Voilà, je vais dire très saignante. Et que dire lorsqu'on a une fournée de rôtis qui ne sont pas calibrés avec des petits, des gros, des triangulaires, des plats et des bombés. Donc, la cuisson traditionnelle amène à un constat, c'est à on n'est pas dans une uniformité des cuissons, d'une part, et ensuite, dans une même cuisson, on se retrouve avec 3 appoints de cuisson différents. Alors, bien sûr, on a toujours une personne dans la famille qui va préférer la pointe, une personne qui aimera l'intermédiaire, une personne qui… Mais ça, dans nos métiers, ce que l'on souhaite, c'est avoir l'appoint de cuisson qui satisfera le maximum de convives. Donc, en cuisson traditionnelle four chaud, ce qui est encore appris aujourd'hui, on obtient ce type de résultat qui, pour moi, n'est pas satisfaisant. Si on va un peu plus loin, merci. Si on va un peu plus loin, je vais vous proposer, avant d'attaquer le mot basse température, ce que je vais vous proposer, c'est de parler plutôt de juste cuisson ou de cuisson à juste température. Qu'est-ce que j'entends par cela? C'est-à-dire que chaque type de viande, de poisson, volaille, porc, veau, bœuf, ont des températures de coagulation de leurs protéines qui sont identifiées, référenciées. C'est-à-dire que si je veux un rôti qui soit plutôt rouge ou qui soit plutôt rosé ou qui soit très peu rosé mais pas surcuit, j'ai une échelle de température qui est à ma disposition. Et lorsque je connais cette température par rapport au produit que je vais cuisiner, je n'ai plus qu'une chose à faire en sorte que la température d'enceinte de mon four ne soit pas trop élevée par rapport à cet appoint à cœur que je souhaite, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de différence en périphérie de la viande. Je vais à l'extrême. Lorsque dans le premier schéma, je cuis mon rôti qui est dans un four à 200 degrés, dirons-nous, j'obtiens au bout d'une vingtaine de minutes cette cuisson-là, si j'allais identifier les températures des différentes couches, je serais peut-être de ce côté-ci sur un 90, de ce côté-là vers un 60 et de ce côté-là vers un 30 ou 40.
et donc avec une non-uniformité de la cuisson. Lorsque je veux obtenir une cuisson parfaite, identique de l'ensemble de la pièce des pièces que je suis en train de cuire, j'ai intérêt à baisser la température de mon four de façon à ce que la différence de température entre celle de mon produit et celle de mon four ne soit pas trop importante pour qu'il n'y ait pas de surcuisson à l'extérieur et que donc la chaleur pénètre doucement à l'intérieur du produit. Et je parle souvent de cuisson douce plutôt parfois que de basse température parce que basse température, c'est déjà cuire moins chaud. Donc, qu'est-ce que j'appelle une juste cuisson? C'est une cuisson qui va identifier la pointe de cuisson qui est mon objectif. Est-ce que dans l'EHPAD où je travaille, les personnes, les résidents souhaitent une viande plutôt rouge, plutôt moins rouge, mais quand même encore juteuse, ou plus très rouge, mais toujours encore juteuse, ou bien cuite, pourquoi pas? Et bien cuit ne veut pas dire desséché, bien cuit voulant dire encore juteux. Donc, ces différents degrés de cuisson correspondent à des degrés de température. Voilà, le mot est lâché. Et ces températures sont de toute façon beaucoup plus douces que celles qui nous ont été enseignées par le passé. Si j'avance un peu sur le… Voilà. Et donc, bien sûr, lorsqu'on est sur un four dont on a baissé la température, on obtient une cuisson beaucoup plus douce, beaucoup plus uniforme. Et la résultante est que lorsque j'ai des pièces de viande qui vont être mal calibrées, je n'aurai pas de différentiel de cuisson dans le résultat au tranchage de ma viande. Donc ça, c'est la principale différence qu'il y a entre les cuissons traditionnelles et les cuissons que je pourrais appeler de plus justes ou de plus douces, finalement les cuissons qui sont déjà à juste température. Et puis, si on peut avancer sur le slide, voilà. Et qu'est-ce qu'on entend par basse température? Alors, basse température, je venais de dire à l'instant que la basse température, c'est déjà de cuire plus doucement que ce qui nous a été enseigné. L'ANSES a donné sa définition et à laquelle je vais me référer, qui est celle de la cuisson basse température. Et l'ANSES identifie, voilà. Et l'ANSES identifie la cuisson basse température comme une cuisson débutant à 60 degrés et allant jusqu'à 80 degrés. Donc, pour l'ANSES, Agence nationale de la sécurité des aliments, la cuisson basse température serait des cuissons qui seraient conduites entre 60 et 80 degrés. Juste avant, je disais qu'une cuisson basse température, c'est déjà de cuire beaucoup plus doucement que ce qui nous a été enseigné. Mais on va aller dans la précision sur les slides suivants. Donc, cuisson traditionnelle, c'est quoi? C'est ce qu'on a appris à l'école. Four chaud, et puis on arrête la cuisson lorsqu'on le juge satisfaisant. Qu'est-ce que la juste cuisson? Ben, c'est de cuire dans un four qui serait bien moins chaud. À combien? Ben, ça sera fonction des impératifs de production. Mais en tout cas, bien moins chaud que ce que j'ai appris et qui prend en compte la juste cuisson de la viande, qu'elle soit de porc, de volaille ou bien poisson, de façon à atteindre le degré souhaité. Et puis enfin, donc, si on veut être plus précis par rapport à l'intitulé basse température, ben voilà, l'ANSES nous dit entre 60 et 80 degrés. Donc, voilà. Et dans la famille des cuissons douces ou dans la famille des cuissons à basse température, il y a une cuisson particulière dont on parlera dans la suite de ce webinaire longuement, sans jeu de mots. C'est ce que j'appelle les cuissons longues. Alors certains les appellent les cuissons de nuit parce qu'il arrive souvent que cette cuisson longue se fasse de nuit lorsque les équipes ne sont pas là, mais on peut très bien imaginer une cuisson longue
Alors, qu'est-ce que j'entends par long? C'est au-delà de 12 heures de cuisson. Qu'est-ce qu'on appelle une cuisson longue? Ben, une cuisson qui pourrait commencer à 6 heures du matin pour se terminer à 20 heures le soir, par exemple. Mais très souvent, ce sont des cuissons qui sont menées de nuit. Alors, quel est l'intérêt? Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Ces fameuses cuissons longues de nuit. Donc, qui sont, bien sûr, puisqu'elles sont longues, elles sont forcément douces. Et puisqu'elles sont douces, elles sont donc à basse température, mais pas forcément en dessous de 80 degrés. Donc, c'est pour cela qu'il y a toujours des précisions à apporter. Pour comprendre le principe même de la cuisson longue de nuit ou pas, je vous présente là un schéma c'est un schéma d'un muscle et de ses constituants, parce que lorsqu'on comprend le fonctionnement ou la réaction de ces différents constituants de la viande sous l'effet de la chaleur, on comprend ce qui va se passer en cuisson longue et on peut ainsi agir sur le couple temps-température que l'on va mettre en place. Donc un muscle, c'est principalement composé de fibres musculaires qui s'appellent des myofibres. Donc ces myofibres sont responsables. Il faut imaginer que les myofibres c'est un réseau de protéines et ce réseau de protéines va enfermer de l'humidité. Donc imaginons un filet de pêche en 3 dimensions et à l'intérieur des cellules de ce filet de pêche, il y aurait des gouttelettes d'humidité, une humidité, donc un jus légèrement rouge, mais qui n'est pas du sang, puisque la viande a été saignée à l'abattoir, mais qui est simplement l'humidité constitutive du muscle, c'est-à-dire la myoglobine, et non pas l'hémoglobine. Donc, la fibre musculaire, c'est un réseau de protéines qui enserre des gouttelettes d'humidité, d'une part, et ensuite un muscle fonctionnant par contraction. Cette contraction va générer de la force pour pouvoir déployer, pour sauter, courir, nager, voler. Cette force va avoir besoin d'être contrainte par un gainage. Et ce gainage, c'est ce qui est schématisé là et qu'on appelle le tissu conjonctif. L'autre nom, c'est le collagène. Et nous, cuisiniers, lorsque nous épluchons, par exemple, un filet de bœuf ou lorsque nous parons une viande, nous lui retirons un maximum de ce collagène qu'on peut appeler partie un peu nerveuse, partie un peu dure, et qui est le gainage de la fibre musculaire. Donc, je résume, la structure d'un muscle, qu'il soit muscle de bœuf, de veau, etc., et de tout animal, est constitué, 1, de fibres musculaires, 2, d'une humidité de myoglobine et 3, de collagène. Et ces 3 types de protéines différentes, constitutives du muscle, réagissent de façon différente sous l'effet de la chaleur, c'est-à-dire qu'elles coagulent de façon différente. Premier ingrédient de la structure du muscle, la myoglobine, autrement dit, ce jus constitutif du muscle. Ce jus est principalement constitué d'albumine, je pense à autre chose. Donc cette albumine qui à l'état cru et transparente, pensez blanc d'œuf, cette albumine va tout doucement, sous l'effet de la température, s'opacifier. Et peu à peu, l'aspect rouge de ce jus va tout doucement s'atténuer pour devenir un peu moins rouge, puis encore un peu moins rouge, on approchera du rosé, puis encore moins rouge, on approchera de la viande qui est cuite, c'est-à-dire qui n'est plus rosée. Donc finalement, lorsque je souhaite maîtriser la coloration de ma viande, autrement dit le bleu saignant à point bien cuit, pour faire rapidement, j'ai une première manette sur laquelle je peux agir, qui est la température à laquelle je vais mener ma cuisson à cœur. Et en fonction de cette température, j'aurai
plutôt du rouge, plutôt du rosé, ou plutôt quelque chose qui ne sera plus rosé. Donc, quelle technique ou quel couple temps-température vais-je mettre en place dans mon process ou dans ma recette? Eh bien, c'est fonction de la coloration que je souhaite. Et vous comprendrez bien qu'un rôti de porc, on ne le souhaite pas trop rouge, on ne le souhaite pas trop rosé. Et donc, le choix de la température de cuisson à cœur en fonction de la viande, si je prends un veau et suivant la clientèle que j'ai, peut-être que rosé nacré, ça passera, ou peut-être que ça ne passera pas. Donc, en fonction de la coloration de ma pièce de viande à l'arrivée, je vais pouvoir agir sur un premier point qui est celle de la coagulation de la myoglobine et de son constituant principal qui est l'albumine. Et donc, en fonction de la température, j'obtiendrai une coloration particulière. Donc ça, c'est le premier ingrédient qui est la couleur. Le deuxième ingrédient, le premier objectif, c'est quelle couleur est-ce que je souhaite obtenir à l'arrivée. Plus ou moins rouge, hop, j'ai une première manette qui est celle de la température à laquelle la myoglobine va s'opacifier plus ou moins. On est grosso modo dans allez, on a une frontière qui est à 65-66 à cœur. Donc, si je suis plutôt en dessous de 65-66, je serai plutôt rosé rouge. Si je vais au-delà de 65-66, je vais glisser vers quelque chose de moins rosé. Ensuite, la jutosité. La jutosité, tout à l'heure, lorsqu'on avait le schéma du muscle, je vous ai parlé de ces fibres musculaires qui enserrent ces gouttelettes d'humidité qu'est la jutosité. Donc, ces fibres musculaires, ces myofibres, lorsqu'elles vont subir la chaleur de la cuisson, elles vont tout doucement se rigidifier. Un muscle qui est cru est un muscle qui est mou. Et puis tout doucement, on va avoir une dureté qui va apparaître, une rigidification du muscle, jusqu'à, si on va trop loin, on a un muscle totalement dur, ce qu'on appelle, nous, de la semelle. Donc, cette rigidification, elle aussi, elle se fait sous l'impact de la température de cuisson, et on a des fibres qui vont être molles, puis qui vont se rigidifier tout doucement sous l'impact de la température, puis ensuite qui vont être totalement rigidifiées, coagulées. Et si on pousse la température, on va passer sur une forme de rétractation, un peu comme une vieille éponge que l'on presserait. Lorsque j'ai dépassé cet appoint de coagulation de la fibre musculaire, je commence à perdre de la jutosité, je commence à perdre de l'eau, je commence à perdre du goût et je commence à perdre de l'argent. Et cette frontière, on dira qu'elle est là aussi dans les 66-68. Donc, en fonction de la couleur que je veux, je vais avoir une première manette température. En fonction de la jutosité que je souhaite, j'ai une autre manette de température. Et enfin, il y a un troisième élément qui est hyper important dans le critère d'appréciation par les convives d'une viande, c'est sa tendreté. C'est fondamental. Le convive attend une viande tendre. Et la tendreté est fonction de... Autant, je disais à l'instant que la couleur, c'est la résultante de la coagulation de la myoglobine, que la jutosité ou pas est le résultat de la contraction extrême ou pas des fibres musculaires. Et la tendreté, ce qui est responsable de la tendreté, c'est la présence plus ou moins importante de collagène dans le muscle. Et plus un muscle travaille, plus un muscle a été sollicité, plus il est riche en collagène. Et l'on a dans la carcasse d'une bête, on a des morceaux qu'on appelle de première, qu'on appelle toujours d'ailleurs, de première, deuxième, troisième catégorie. Je vais l'exprimer avec un autre terme. On a des viandes qui sont plus ou moins collagéniques.
Plus une viande est collagénique, plus elle sera équivalente à ces viandes de troisième catégorie qui nécessitent des cuissons longues. Et plus une viande est pauvre en collagène, autrement dit plutôt tendre, plus une cuisson courte sera adaptée à sa cuisson, au résultat. Donc la tendreté, c'est le résultat de la présence ou pas de collagène dans un muscle. Et puis, les viandes que nous avons au quotidien dans nos établissements ne sont pas toujours, je n'aurais pas critiqué et être a priori, mais ne sont pas toujours, alors je vais le dire en restauration collective, ne sont pas toujours des pièces de bœuf charolaises, première catégorie, exceptionnelles, telles qu'on aurait pu les avoir à une époque en école hôtelière. Et on a parfois des viandes qui sont un peu plus dures. Et puis, les critères de choix en termes de gestion de coût matière font que, voilà, faire du rôti, faire un rôti de bœuf à partir de filets de bœuf, par exemple, bah, c'est l'assurance d'avoir une viande, c'est sûr, qui sera tendre parce que pauvre en collagène. Mais d'un autre côté, le coût matière en prend un coup. Donc, on se retrouve avec des viandes qu'on a besoin d'avoir tendre à l'arrivée et qui ne sont pas forcément à l'achat. Et donc, la technique de la cuisson va être importante. Et on arrive sur la cuisson longue parce que autant, je disais tout à l'heure que pour la couleur et la jutosité, c'était la température d'enceinte et la température à cœur qui était décisive. Sur le collagène, c'est le temps de cuisson et non plus la température de cuisson qui va faire en sorte que le collagène s'attendrira ou restera caoutchouteux. Comment réagit le collagène sous l'impact de la chaleur? Au départ, il est mou, et puis il va se rigidifier. Une fois que le collagène s'est rigidifié, c'est fini. Vous ne pourrez plus, vous n'avez plus d'autre choix que de partir sur une cuisson longue. Je donne deux exemples pour illustrer cela. C'est fondamental pour comprendre ensuite les cuissons longues. C'est que, par exemple, vous prenez des encornets. Prenons des encornets, faisons-les cuire à la plancha de façon classique. On fait bien chauffer l'huile d'olive, on jette les encornets dans la poêle, on les fait sauter, ça grésille, un peu de sel, un peu de piment d'Espelette, on débarrasse, on mange, c'est succulent. Pour peu qu'on oublie 30 secondes dans la poêle les encornets, ils deviennent caoutchouteux, n'est-ce pas? Et lorsqu'ils sont caoutchouteux, c'est fini. On est parti pour 1h30 de cuisson si on veut les réattendrir. Que s'est-il passé? Le collagène n'a pas été activé lors de la cuisson hyper rapide, le snacking, la planche à snacker. On l'a oublié, il a commencé à rendre un peu d'eau, ça a bouilli dans la poêle, le collagène s'est durci et c'est devenu caoutchouteux et on n'a plus comme solution que de cuire longuement le collagène pour le réattendrir. Un autre exemple, c'est celui des rognons, les rognons de veau. On prend des rognons de veau, on les jette dans la poêle bien chaude, on les fait sauter quelques secondes, un peu de moutarde, un peu de cognac, je débarrasse, c'est succulent. J'oublie mes rognons quelques instants dans la poêle, dans la sauteuse, et c'est du caoutchouc. Je suis parti, là encore, pour 1h et quelques de cuisson. Donc, le responsable de ce durcissement, c'est le collagène. Et comment faire pour que ce collagène ne rende pas le produit dur? Ben, soit je le mange cru, semi-cru ou très rapidement cuit, soit je pars sur une cuisson longue. Et en fonction de la pièce de viande que je vais avoir à traiter, j'ai maintenant les 3 éléments qui me permettent de faire un choix de technique. Est-ce que je fais une cuisson 2 jours à juste température, à douce température, parce que j'ai une viande qui n'est pas très collagénique, j'ai un cœur de faux filet, j'ai un cœur de rhum steak, j'ai une viande intéressante qui est peu collagénique. Et donc là, je vais régler mon four pour que la couleur et la jutosité soient au rendez-vous. Soit j'ai une pièce de viande qui est plutôt ferme,
parce que riche en collagène, et je n'ai comme autre choix que de partir en longue cuisson. Et quand je dis en longue cuisson, pour avoir fait le test il y a quelques jours, on est au-delà des 6-8 heures. Donc, à quel moment de la journée a-t-on le matériel 6-8 heures libre pour vivre une cuisson? Principalement la nuit. Donc, et c'est là que des couples temps-température, plus c'est long, plus je pourrais baisser ma température, mais moins je dispose de temps, plus il faudra que ma température soit un poil élevée. Et on en arrive à des compromis entre le temps, la température, le temps de liberté que mon four est disponible, et puis l'objectif que je souhaite obtenir à l'arrivée. Et pour illustrer et passer ensuite au slide suivant, nous connaissons tous, je pense, ces souris d'agneau qui sont commercialisées en sous-vide et qui sont hyper tendres, hyper moelleuses, et pourtant, lorsqu'on les déguste et qu'on ouvre, qu'on défait les morceaux de viande, on constate qu'il y a encore un peu de rosé. C'est légèrement rosé encore quand je dis rosé, c'est légèrement rosé. C'est tout simplement que cette viande a été cuite très longuement et donc très doucement. Et le très doucement, c'est combien? Très certainement, puisque ça a gardé un petit peu de rosé, c'est resté aux alentours de 66-67, mais ça n'a pas été beaucoup plus loin. Donc voilà, on a des choix de couple temps-température qui sont en fonction de la technique. Quel est l'intérêt principal de la cuisson à basse température longue? C'est d'aller attendrir des morceaux. Les intérêts et les avantages, ça sera un goût bien plus intéressant, une tendreté. On va avoir, si vous voulez bien avancer, les principaux avantages sont là. Au niveau organisationnel, c'est une occupation des matériels et je vais faire court. Sur l'économique, on sera sur des rendements intéressants. Nutritionnellement, plus on cuit doucement, moins on brûle, moins on a de résultats carbonés. Les freins que l'on entend souvent de la part des personnes que l'on approche sur les cuissons basse température va être « je laisse quelque chose sur le feu ». Comment puis-je laisser quelque chose sur le feu alors que je ne suis plus là? Il y a cette notion encore ancestrale qui est en nous du feu. Il y a la partie sécurité, et si ça coupe dans la nuit? Et puis il y a le danger bactériaux dont Johan parlera. Et puis est-ce que ça ne coûte pas plus cher de laisser tourner un four toute la nuit plutôt que 2 heures dans la journée? Je pense que Johan l'abordera, on verra dans les questions-réponses. Et puis, face à toutes ces problématiques, tous ces inconnus, le cuisinier est là en train de se dire « oh là là, c'est quoi cette chose qu'on appelle les cuissons de nuit ?» Et donc, il y a un frein, mais qui ne demande qu'à être expliqué. Et en tout cas, c'est un frein qui est très compréhensible. Slide suivant, si vous le voulez bien. Matériel nécessaire, je ne vais pas aller bien plus loin puisque Johan m'a dit qu'il allait en parler. Donc, je vais laisser cette partie-là, mais très rapidement, c'est de s'assurer qu'on a quand même un tableau électrique qui tient la route. Le choix de faire ses cuissons en four ou en sauteuse, je pense que Johan en parlera, avec un système de traçabilité par Wi-Fi, etc. Bon, tout existe. Dernier slide, et je suis désolé d'avoir été aussi long. Comment initier, c'est-à-dire quels sont les premiers pas, par où commencer? Je pense que il faut absolument que l'établissement dans son ensemble valide cela, puisqu'on est quand même sur ça impacte la sécurité de l'établissement dans son ensemble, que le matériel le permette, et puis suivre une formation, actualiser bien sûr son PMS. Je vous remercie, je suis désolé d'avoir été aussi long. Johan ou Mathilde. Merci José pour cette présentation. Désolé. Aucun problème José. Merci d'avoir pris le temps de tout nous expliquer sur la cuisson des différentes viandes et autres, et d'avoir été dans le détail pour bien comprendre les cuissons à basse température. Donc moi je suis en fait Johan Laféfabre, je travaille au foyer du Romarin à Clapiers.
Je suis cuisinier de formation et formateur, je l'ai été. Je suis maintenant plutôt gestionnaire de projet avec aussi une casquette de diététicien. Je suis en train de passer mon diplôme de diététicien également. Donc, j'ai une casquette plutôt très vaste dans la cuisine. J'ai commencé mon stage en fait, de diététicien au foyer du Romarin en collectivité. Et en fait, suite à ça, je me suis aperçu qu'il y avait de grosses problématiques au niveau déjà du stress des cuisiniers qui étaient vraiment en production, on va dire, du lundi au dimanche en journée continue avec des RTT. Voilà, donc c'était très compliqué au niveau des cuissons et directement des plats. Voilà. Donc, suite à ça, j'ai été un mois en stage avec eux. Donc, j'ai fait tout un état des lieux et à partir de là, on s'est aperçu qu'il y avait des axes de progression qui étaient plutôt faciles en fait. Déjà, le matériel était vétuste, donc on a eu la chance de pouvoir investir dans de nouveaux matériels. José, comme vous disiez, on a deux possibilités. On a le four et, on va dire, la sauteuse. Je ne donnerai pas pour l'instant de nom. On parlera après de marque éventuellement. Mais pour l'instant, on va dire une sauteuse et un four. Et à partir de là, en fait, on s'est aperçu qu'il fallait peut-être revoir la formation et aussi revoir les priorités en fonction des différentes textures. Donc, actuellement, on est sur multitexture. Quand je dis multitexture, c'est qu'actuellement, je fais du manger-main, du mixé lisse, du haché et du normal. Donc, j'ai vraiment presque toutes les textures. Mais il y a 1 an et demi, quand on a commencé, on était juste sur le normal et le mixé lisse. Donc, je vous laisse imaginer que pour un EHPAD, c'était un peu compliqué, surtout qu'on a des personnes dans une unité Alzheimer où ils ont tendance à vouloir manger à la main. Après, on avait des hachés à cause des dentiers. Donc, je vous laisse imaginer que c'était assez compliqué. Il y avait tout un stress. Donc, par rapport à ça, on a décidé de changer le matériel, comme je vous ai dit. Et comme j'ai expliqué à José et à Mathilde, on a fait le choix, et c'est peut-être pas le meilleur choix, d'imposer le changement. On n'a pas pris en compte l'avis du personnel pour éviter de les stresser. Donc, on a fait le choix en fait de travailler sur mon expertise et voilà, et on a décidé du jour au lendemain. Un jeudi, ils sont partis. Le vendredi, ils avaient une nouvelle cuisine. Donc, c'était un peu compliqué. Dans la nuit, on a fait les changements, on a tout fonctionné. Tout a été très radical. Le vendredi matin, ils sont arrivés en disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et en fait, on avait un formateur d'une marque qui est Rationnelle qui était là. On avait moi qui était là pour les aider et on était avec une autre personne, le commercial qui connaissait très bien le produit. On était 3 en cuisine pour 3 cuisiniers. Donc, je vous laisse imaginer que c'était grand luxe pour le premier plat. Le deuxième et le troisième, on a tout expliqué. On leur a aussi fait comprendre que le but du jeu, c'était d'abord de mieux comprendre les cuissons, de mieux comprendre aussi les envies des résidents. Donc, pendant le mois où j'étais en stage, je me suis aperçu qu'on avait aussi une grosse dénutrition. C'est important d'en parler en EHPAD parce que c'est un sujet qui est et qui est très important à mes yeux. J'ai vu qu'il y avait une diététicienne dans le webinar, donc elle pourra peut-être via le chat dire un peu ce qu'elle en pense par rapport à ça. Donc, la dénutrition en EHPAD, c'est très important. Il faut aussi prendre en jeu les problématiques des cuisiniers, les problématiques des ASH, donc toutes les problématiques. Et par rapport à ça, on a fait le choix de d'abord former les cuisiniers. Et après, on a dit, OK, donc maintenant, vous êtes formés sur le matériel et au fur et à mesure, on va vous demander des objectifs et on va essayer de rentrer des cuissons différentes. La première chose qu'on a mis en place, c'est la cuisson de nuit. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est aperçu que ce stress qu'ils avaient de produire le jour pour le jour même en liaison chaude, c'était très compliqué. On s'est aperçu que dès qu'il y en avait un qui n'était plus au niveau de son poste de travail, c'était panique à bord. Comment on va faire? Et il y avait ce stress qui était permanent et c'était très palpable. Donc, suite à ça, on a refait le plan alimentaire directement. On a revu qu'on pouvait faire beaucoup de cuissons en basse température de nuit. Donc, déjà, on leur a déchargé cette pression en leur disant maintenant, ce n'est plus vous qui allez cuisiner. Vous allez juste lancer les productions et la nuit, vous allez voir, ça va se faire tout seul. Et la magie
fonctionné de suite, c'est qu'ils sont aperçus que toute la nuit, on lançait les soupes. Les soupes, on les faisait cuire 15 heures. On lançait les viandes, les bourguignons, on lançait des goulash, toutes les viandes, comme José disait, de troisième catégorie, qui ne sont pas sexy en EHPAD, mais qui ne coûtent pas cher et qui ont l'avantage de pouvoir être des cuissons à longue température. Parfois, vous ne le faites pas. Parfois, certains le font peut-être qu'à moitié. Nous, on a fait le choix de le faire à fond et de faire des 14 heures de cuisson. Au moins, on était tranquille puisque les cuisiniers commencent de 6h30 du matin ou 7h suivant les équipes et ils finissent à 15h ou 15h30. Et à partir de 15h, notre sauteuse était lancée et elle était lancée pour toute la nuit. Et le matin, ils arrivaient à 6h30, la soupe, juste un coup de mixeur, allez oust, en cellule refroidissement, on n'en parle plus. Et les viandes, pareil, elles étaient directement à la bonne température. Elles étaient maintenues en température puisqu'on a utilisé la marque Vario de chez Rational. C'est un Vario de chez Rational qui, après, fait, lui, le maintien de température. Il y a une vraie traçabilité au niveau comment on dit ça, d'une sortie clé où, si vous voulez, vous pouvez le connecter en RJ45 et les derniers modèles actuellement sans Wi-Fi. Je ne suis pas là pour vous vendre du Rational, pas du tout, ce n'est pas du tout le but, mais je connais très bien ce produit. On en a parlé avec José et Mathilde. Est-ce qu'on fait le choix d'en discuter, de donner des marques? Moi, je vous donne mon avis. C'est qu'un avis personnel. Il y a d'autres marques qui sont sur le marché. Vous pouvez utiliser d'autres sauteuses. Moi, je sais que j'ai fait le choix de partir avec cette marque parce que je savais que c'est une marque qui était robuste. Au niveau sécurité, il n'y avait rien à faire. Tout était intégré. Au niveau traçabilité, c'était royal. J'ai juste à me connecter sur mon téléphone et c'est ce que j'ai expliqué. La première fois qu'on l'a lancé avec les équipes, j'ai eu ce stress, comme tout démarrage, de me dire est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je ne me suis pas planté en tant qu'ancien stagiaire? Est-ce qu'ils ont bien investi sur moi? Vous voyez, toutes ces peurs, je pense qu'on les a tous. Et en fait, le soir même, le premier truc, c'est j'ai pris mon téléphone, ok, ma cuisson, elle est bonne, c'est bon, elle est bonne, bien tempérée, je n'ai pas de souci. Première levée, 5 heures du matin, je regarde mon téléphone, ok, c'est bon, il est en maintien chaleur, j'ai vu ma courbe, elle est parfaite, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de coupure de courant, il n'y a rien, tout va bien. Mais avant ça, José vous l'a dit, avant toute chose, c'est revoir son appareil électrique. Tout votre tableau électrique, votre TGBT doit être au top. Vous ne pouvez pas vous lancer dans une cuisson basse température avec un TGBT ou un truc qui est à moitié d'aplomb. Pourquoi? Parce qu'au niveau sécurité, vous avez quelque chose qui fonctionne sur de l'électricité. Vous pouvez avoir une coupure de courant, vous pouvez tout avoir, mais au cas où, il faut que toute votre cuisine soit aux normes. Donc, des détecteurs, il faut que tout soit au top et vous savez que vous pouvez y aller les yeux fermés. Pourquoi? Parce que comme vous avez tout prévu en amont, le matériel, lui, vous pouvez être sûr qu'il fonctionnera. Je peux vous assurer, avec cette marque-là, on n'a pas eu de souci et moi, ça fait des années que je l'utilise. José, je pense que c'est pareil, via ses différentes formations et son expérience, il l'utilise aussi. Donc, que ce soit le four ou le Vario, vous pouvez faire de la basse température. C'est la même chose. Il ne faut pas que vous vous dites « il me faut ce matériel » ou « il me faut la sauteuse ». Si je n'ai pas de sauteuse, je ne peux pas faire parce que mon four… Ben non, en fait, vous pouvez, votre four le permet. Il faut juste apprendre à mieux comprendre les températures des viandes, à cuire dans des bonnes fourchettes, entre 60 et 80, comme il est précisé. Après, au niveau de la saisie, nous, on a fait le choix de saisir la viande, de la snacker pour avoir un côté coloré, sexy, plus sexy dans l'assiette. Et après, on la met en basse température. Donc, on fait deux actions. On pourrait, si on voulait, simplement poser notre viande et la mettre comme ça, mais on trouve que coloré, c'est une viande plus jolie, présentée. Voilà, on essaie de faire attention aussi dans la présentation au niveau des assiettes. On parlait tout à l'heure de la traçabilité, de l'hygiène. Au niveau de l'hygiène, je vous ai dit que, je vous l'ai dit, on fait des soupes. Et en fait, les soupes, on les fait maintenant pour 4 jours. Donc, on a fait une étude de vieillissement via un laboratoire pour être sûr qu'on est tranquille au niveau de la traçabilité. Donc, normalement, vous faites un J+3, vous pouvez faire un J+3. Nous, on a décidé de faire un J+4 et de refaire une soupe en J+3. Donc, en fait, on a bien notre soupe. On fait 2 soupes sur la semaine et basta, on a des soupes qui sont nickel.
on est tranquille, on met tout dedans. Je ne m'arrive même plus à couper mes morceaux de pommes de terre, mes carottes, je les mets entières. Je mets tout en vrac, je mouille, j'assaisonne, je mixe le lendemain et j'ai ma soupe. Je fais de l'enrichissement si je veux ou pas. Je rajoute du kiri, du beurre, je fais de l'enrichissement protéique pour être sûr ou pas. Ça, c'est à voir avec les équipes des IDE, si elles veulent de l'enrichissement ou pas. Donc, ça, on peut le faire ou en gros volume ou on fait du cas par cas, ce qui est tout à fait possible. Donc, ce changement, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu qu'on a fait aussi des économies. On parlait tout à l'heure de la viande. Quand vous faites un gigot ou peu importe, un rôti, vous avez tous tendance, je ne dis pas tous, je fais une généralité, mais après, je ne connais pas tous, mais on a tendance à prendre le rôti, mettre du beurre, mettre l'assaisonnement et le foutre dans le four et basta, on est bon. Sauf que votre rôti pour 10, à l'arrivée, vous faites un rôti pour 8. En basse température, vous n'avez pas de souci. C'est-à-dire que les quantités sont vraiment les quantités que vous avez besoin. Donc, il y a très peu de pertes puisque vous n'abîmez pas le muscle, il ne rétrécit pas. Donc là, vous n'avez pas de souci par rapport à ça. Donc, c'est l'avantage. Au niveau du goût aussi, et José vous l'a bien expliqué, plus la viande est cuite, plus vous avez une viande qui va être semelle. Là, comme la viande, elle est ou saisie et après elle est mouillée pour faire de la basse température, vous n'avez plus cette notion de caoutchouc. Vous avez des viandes qui sont beaucoup plus tendres et au niveau des résidents, ça rentre, c'est important. Pourquoi? Parce que plus c'est tendre, moins vous avez de soucis au niveau de la mastication, déglutition, tout ça. Suite à ça, vous allez avoir moins de dénutrition. Donc, si vous voulez, c'est tout un ensemble de choses qui vont rentrer en jeu. C'est très important pour vos résidents. Donc, au niveau visuel, vous allez voir, vous allez changer. Au niveau gustatif, au niveau mastication. Donc, la basse température, c'est que du bonheur en fait pour les résidents. Le stress, c'est les cuisiniers. La peur, c'est de se dire, est-ce que ma sauteuse ne va pas s'arrêter la nuit? Est-ce que ma viande sera bonne à l'arrivée? Est-ce que je sais faire? Moi, je dis toujours, essayez. Ça coûte quoi? Faites pour 20 personnes pour votre personnel. Amusez-vous un soir en vous disant, j'essaye pour 20 personnes et le lendemain, on verra. Et si vous faites pour 20, vous ferez peut-être pour 50. Et pour 50, vous passerez peut-être à toute une unité. Nous, on est 95 résidents. On a 95 résidents avec une vingtaine de personnels qui mangent le midi. On peut parfois un peu plus, parfois un peu moins. Mais au moins, on est sûr que tout le monde a la même qualité dans les assiettes. Donc, ça, c'est important. Après, vous pouvez vous faire aider avec José, qui est là aussi en tant que formateur. Mais ça, je ne sais pas, elle est censée vous le dire. Mais aussi, vous pouvez aussi avoir votre commercial. Donc, tout le monde peut vous aider par rapport à la basse température. Vous pouvez faire des économies au niveau électrique. Pourquoi? Puisque nous, dans notre EHPAD, on a comment on dit ça, un tarif EDF. Mais la nuit, comme beaucoup, on a des réductions la nuit. Et en fait, on fait cuire nos cuissons la nuit. Donc, on fait des économies. C'est que du bonheur pour tout le monde. Le comptable est content, les résidents sont contents, les cuisiniers sont moins stressés. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait le choix aussi, en faisant tout ce changement, de retravailler sur les plannings des cuisiniers. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus de coupé. Ils bossent le matin et ils finissent à 15 heures. Et ils ne bossent plus le week-end, donc tout est préparé. On a préparé les plats, on est en liaison froide avec une réchauffe directement. Et directement, il faut surtout faire attention. Il y a le seul hic dans tout ça, c'est qu'il faut anticiper la réchauffe. C'est-à-dire que pensez bien à ce que votre produit va être remonté en température. Il va falloir anticiper, et c'est le plus difficile, je pense, c'est mieux comprendre votre fonctionnement au niveau de la cuisson en vous disant attention, là je vais faire une viande, ok, elle va être nickel, sauf que je vais la refroidir et je vais la remonter en température. Et c'est là qu'elle risque de se saisir. Donc il faudra bien travailler votre produit. Moi je dis toujours tester, ça coûte un petit peu d'argent, mais à l'arrivée vous allez en gagner. Donc, il ne faut pas avoir peur de dépenser pour gagner de l'argent. Dans le commerce, on l'apprend toujours, savoir dépenser pour gagner. Donc, c'est le but. Je travaille avec Maison Gourmande depuis 1 an maintenant, depuis le début du projet Maison Gourmande. On s'est aperçu qu'en fait, dans
la première cartographie qu'on a fait avec Maison Gourmande, on avait beaucoup de pertes. Donc, et on a aussi réduit, on a voulu réduire nos quantités et toutes nos quantités. Donc, en fait, on s'est aperçu qu'on avait 25 000 € de pertes sur l'année, donc ce qui fait à peu près entre 8 et 10 tonnes de gâchis. Donc, on a réduit les quantités et on a mis, au contraire, de la qualité au niveau des viandes. C'est-à-dire qu'on s'est dit, OK, on réduit, mais on va mettre des viandes de meilleure qualité. Donc, on va acheter du bio. Donc, toutes nos viandes sont bio, en tout cas une très, très grosse partie. Et on s'est dit, on fait le choix de mettre des viandes de meilleure qualité et par contre, d'avoir, c'est pas d'avoir, mais de réduire des petites choses qui ne se font plus envie, des plats qui ne font plus envie. On s'est aperçu qu'on a fait des questionnaires qui, nous, étaient plus faciles en tant que cuisiniers de se dire, bon, on fait ça, mais à l'arrivée, ça ne marchait pas. Donc, en fait, c'est un gros travail d'équipe, je pense, quand vous voulez mettre en place la cuisson de nuit. Ne faites pas comme nous, du jour au lendemain. Ce n'est pas la meilleure stratégie. On l'a fait, ce n'est peut-être pas la meilleure stratégie. Ça s'est bien passé. On a eu de la chance, je pense, mais je pense qu'il faut intégrer tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut intégrer l'IDEC en lui disant, voilà, on va mettre ça en place, on va faire des tests, il va falloir goûter, il va falloir accepter qu'il y ait des ratés. Et après, au fur et à mesure, vous intégrez directement les résidents dans ce projet-là en leur disant, voilà, on investit dans ce nouveau matériel et on va mettre ça en place. Et au fur et à mesure, vous verrez, tout le monde va être content. Et c'est, je pense, le but de tout ce projet. Après, au niveau hygiène, je vous l'ai dit, traçabilité, vous pouvez avoir accès directement. Au niveau dénutrition, normalement, il n'y aura pas de souci. Et à partir de là, normalement, vous allez avoir vos cuisiniers qui ont moins de charge de travail. Donc, par rapport à ça, vous allez peut-être, comme nous, avoir la possibilité de travailler sur les textures. Donc, c'est ce qu'on a mis en place. Après, comme on travaille sur de la basse température et de la cuisson de nuit, nos cuisiniers sont un peu plus libres. Et donc, on leur a demandé de travailler plus sur les textures, sur le manger main, sur les différentes hachées, mixées, mixées lisses et tout ça, ou hachées viande, par exemple. Et au moins, on a tout le monde qui est content. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, je suis preneur. José aussi est toujours là, il répondra aux questions. Et vous avez Mathilde qui peut poser… Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup pour vos deux interventions qui étaient très claires, très intéressantes. On a eu une question. Alors, la cuisson en basse température représente-t-elle des risques, notamment sur le plan bactériologique? Alors, si tu me permets, José, je vais en parler. Donc, comme je vous ai dit, on a fait le choix en fait de travailler au début les soupes, par exemple. Donc, les soupes, normalement, vous pouvez le faire en J+3. D'accord? Si vous êtes en liaison froide. Donc, on a, nous, fait le choix de passer en J+4. Donc, on a demandé une étude de vieillissement avec un laboratoire. Donc, ils sont venus contrôler deux techniques. La technique, on va dire, de la cuisson basse température, mais mis dans un gastro et pendant 4 jours dans un gastro, et la technique de la cuisson en basse température et scellée en sous-vide, ce qui est un peu compliqué parce que je vous laisse imaginer le liquide sous-vide, c'est toujours le truc un peu bancal. Si vous avez des équipes qui sont broum-broum, vous allez en foutre partout, mais on s'est posé la question de se dire qu'est-ce qui était le mieux au niveau hygiène. Donc, on a fait vraiment les deux comparatifs. On a demandé, c'était les mêmes recettes dès le départ, tout fait pareil. Donc, au niveau des résultats, c'est identique, on n'a aucun problème. On a moins de risques quand même avec le sous-vide, d'accord? Il n'y a aucun problème. Par contre, la soupe 3-4 jours, faut faire juste attention à certains aliments. C'est-à-dire que nous, on ne met pas de chou, par exemple, dans la soupe. On s'est interdit de mettre du chou dans les soupes parce qu'on ne veut pas prendre de risques au niveau des résultats et on ne veut pas que nos soupes tournent. Donc, il y a plein de choses. S'il n'y a pas de plein de choses, c'est le produit qu'on s'interdit. Voilà. Après, c'est tout au niveau hygiène. Vous avez par exemple, je vous donne un exemple. Si vous faites un bourguignon la nuit, dans un vario, vous avez un couvercle. Et en fait, le couvercle, il est étanche
Et normalement, en fait, c'est comme une cocotte minute, sans cette pression de cocotte minute, et votre produit va être en maintien chaleur. Ça veut dire que vous l'avez cuit pendant, par exemple, je vous donne un exemple, pendant 12 heures, et vous l'avez laissé pendant 16 heures. Et bien, entre 12 et 16, il va être en maintien chaleur, et vous n'aurez pas de problème au niveau bactéraux. Donc après, vous pouvez faire des tests. Ça ne coûte pas très cher des tests. Ça rassure les équipes et ça rassure tout le monde. Donc, dépensez un petit peu d'argent pour être après tranquille et soyez clair avec vous-même. Et surtout, plus vous faites d'analyse, moins vous travaillez avec ce stress permanent. Et ça, au niveau de vos équipes, ça va les rassurer. Est-ce qu'un établissement qui se lance doit impérativement recevoir la copie de son PMS? Oui, vous devez revoir impérativement votre PMS. Ça, c'est important. Nous, ça a été une obligation ça n'a pas été une obligation. On a demandé, la qualité qui nous a demandé de le revoir par rapport à ça. Après, c'est pas dans l'immédiat, mais vous êtes obligé. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit qui peut peut-être être intéressant pour tout le monde, c'est que tout l'achat que j'ai fait est passé par la CARSAT. Ça, c'est important que je vous le dise. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis en place un Vario qui a une cuve amovible pour les gestes et postures des cuisiniers. Ça, c'est très important. Donc ça, vous pouvez le faire rentrer dans la CARSAT. Et le four, comme il est auto-nettoyant, si vous prenez un four, par exemple, de chez Rational, c'est un four qui est auto-nettoyant et qui est pris par la CARSAT. Donc, ces deux produits peuvent être pris en moyenne. Je vous donne, je pense que c'est 50% sur ce projet-là. Donc, n'hésitez pas à en parler avec votre direction en leur disant, voilà, c'est un projet, il va nous coûter de l'argent, mais il va nous faire gagner au niveau de la CARSAT des points. Pourquoi? Parce que vous êtes au niveau des gestes et postures de vos cuisiniers. C'est assez important. Par exemple, je vous donne juste un petit exemple. Moi, j'ai une cuisinière qui n'est pas très grande et en fait, on travaillait sur du gaz. Et en fait, le gaz, vous avez le gaz plus la marmite, plus le mixeur pour faire la soupe. Et en fait, elle se trouvait à travailler comme ça. Vous voyez, le geste, et au niveau geste et posture, vous n'êtes vraiment pas bon. Et de suite, on a mis le Vario, on s'est aperçu qu'elle travaillait simplement comme ça. Et c'était beaucoup plus facile. Au niveau aussi, pour récupérer la soupe, ben, vous avez juste à incliner. Et donc, par rapport à ça, vous pouvez les mettre dans les gastronomes et après les passer. Donc, voilà. Donc, ça, c'est tout ça. Vous pouvez le faire passer en geste et posture au niveau de votre CARSAT. Donc, c'est quand même intéressant de se dire, je monte un dossier pour mes salariés. Alors, combien j'ai de résidents? J'ai 95 résidents sur 4 unités. Donc, en fait, j'ai le AB. L'unité AB, ils sont 32. J'ai l'unité E. AB, c'est les bien portants, donc ils vont bien, ils sont autonomes, déambulateurs, ils perdent un petit peu la tête, mais ils sont à peu près bien, ils viennent. Voilà, donc ça, c'est le AB. Après, j'ai une unité fermée, comme tout, avec 13 personnes. J'ai une autre unité à 24 personnes, c'est unité Alzheimer, et j'ai une autre unité, pareil, à peu près entre 24 et 25, suivant les mois, où c'est une unité gravataire. Toutes les unités sont indépendantes, donc toutes ont des salles de réfectoire. Donc, et le personnel, on a 70 ETP, puisqu'on parle en ETP en général, 70 ETP, et en moyenne, actuellement, je compte entre 15 et 20, mais je pense qu'on est un peu plus, on est plutôt à 25 personnes. Quelle personne fait le service le week-end? En fait, comme je vous ai dit, on a des personnes qui sont dans chaque unité. Nous, la cuisson est faite le vendredi pour le lundi, mais la cuisson du week-end est réalisée avant. Elle est stockée sur des échelles où on a bien identifié entrée du samedi, plat du samedi, accompagnement du samedi, dessert du samedi et vice-versa. Donc, toute l'échelle, tout est bien fait. On est en gastronome pour l'instant. On a un gros projet où on va être, nous, après, en plateau. Plateau, on va dire, avec des roulantes, réfrigérées ou chauffantes. Mais pour l'instant, on est en isotherme. Donc, c'est le plus compliqué, c'est ça. Et en fait, c'est l'office qui est à côté de la cuisine qui gère en fait le four le week-end et le soir. C'est-à-dire que le soir, moi j'ai mes gars de la cuisine qui lancent tout, ils restent en maintien de température,
ils sortent à 5 heures, tout à 5h30, ils mettent tout dans les roulantes, ça part dans les unités. Et le week-end, dès qu'ils arrivent, ils mettent dans le four, maintien de température, ils remontent tranquillement en température, ils sont dans les températures légales et après, ils envoient directement. Donc, ça, c'est un peu c'est ce qu'on fait pour le week-end. Au niveau de la traçabilité, vous me demandez comment on a formé nos équipes pour la traçabilité remise en température. Sont-ils formés pour la traçabilité remise en température? Donc, en fait, sur tout le week-end et sur le soir, on a des fiches. On a des fiches où je leur demande de mettre exactement la température à la sortie du four pour être sûr d'être tranquille. On a un projet de finaliser ça, c'est de demander en plus au niveau des unités des réceptions. On est en train de travailler dessus que dès qu'ils rentrent dans l'unité, la roulante, normalement, l'ASH doit vérifier que sa roulante correspond à ses besoins au niveau de ses résidents, mais aussi vérifier que les températures sont bonnes. On ne sait jamais entre une soignante ou une ASH qui discute dans un hall d'entrée pendant 20 minutes, vous vous retrouvez avec une température défectueuse à l'arrivée. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé, on est en train de demander aux équipes d'être vraiment rigoureux là-dessus et que le papier retourne directement à la cuisine et on l'analyse le lendemain matin en disant tiens, le plat est parti à la bonne température, plus de 63 degrés, dans les, comment on dit ça, dans les unités, il faut que ce soit à plus de 63 degrés également. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, attendez. Quel point de vigilance par rapport au PMS? En fait, là, directement les températures. Pour moi, le principal pour le PMS, c'est les températures. C'est la remise à température, c'est la traçabilité. C'est ce que j'explique toujours. La cuisine, c'est toujours le cœur des emmerdes. Excusez-moi le terme. Dans un EHPAD, c'est toujours la bête noire. Vous vous souvenez, il y a 2 ans à Toulouse, ce qui s'est passé, c'est toujours la crainte que tout arrive de la cuisine. Et ce que je dis toujours à mes cuisiniers, c'est protégez-vous. Et vous protégez vos fesses, mais aussi l'établissement. C'est-à-dire que plus vous tracez, plus vous serez droit dans vos bottes et on ne pourra rien vous reprocher. Ça veut dire qu'un plat qui sort du four, je veux la température. Quand il rentre dans une cellule de refroidissement, je veux la température. Il sort de la cellule de refroidissement, je veux la température. Vous l'envoyez à l'unité, je veux et j'exige la température. Au moins, tout le circuit, vous le faites au niveau de la traçabilité température et vous êtes tranquille. Si ce n'est pas fait, vous allez voir, ça va être bancal. Vous allez toujours avoir la boule au ventre en vous disant est-ce que mes ingrédients ou mes plats partent à la bonne température? Après, si vous avez la chance d'avoir des roulantes, tout part dans les roulantes réfrigérées, ça remonte en température et là, vous avez votre traçabilité normalement qui devrait être faite ou manuellement ou électroniquement via les sondes dans les roulantes. Voilà. Pour conclure, M. Paris, est-ce que vous voulez rajouter un mot pour la fin? Peut-être faire le lien entre mon intervention et ce que vient de dire Johan. Lorsqu'on est en cuisine et que l'on recherche la perfection sur le produit, autrement dit la juste température, donc les justes cuissons, c'est important aussi de s'assurer que la juste température de distribution soit là aussi et qu'elle vienne compléter et non pas chambouler l'effort du cuisinier. C'est-à-dire que si le cuisinier a fait de son mieux pour cuire à 68 degrés à cœur, une remise en température qui amènerait le produit à 85 à cœur, effectivement, on va se couvrir sur le point de vue HACCP, mais la pauvre escalope de volaille, elle va en pâtir et ça va rester parfois dans l'assiette. Donc, une formation, une sensibilisation aux justes cuissons, aux cuissons basse température, doit obligatoirement être complétée, accompagnée, prolongée par comment on distribue, la maîtrise à la fois organoleptique et sanitaire de la distribution est aussi importante à prendre en compte et souvent négligée. Oui, parce qu'en fait, je reviens là-dessus, c'est aussi la problématique de la dénutrition derrière qui va rentrer en jeu. C'est-à-dire qu'en fait, votre résident, il va être super content de voir son escalope, elle devrait être à la bonne température, le cuisinier a fait tout pour qu'elle soit à la bonne température. Visuellement, l'assiette, on va dire qu'elle est plus ou moins présentable.
la présentation rentre en compte dans la nutrition aussi. Et vous allez vous retrouver avec un résident qui va être super content et au niveau émotionnel, il va être content et d'un coup, il va retomber comme un soufflé en se disant « Ah putain, c'est dur comme de la pierre, j'ai pas envie de le manger. » Et allez, on est parti sur des emmerdes au niveau de tout le monde et tout le monde vous dit que la cuisson n'est pas bonne. Et pourtant, le cuisinier a fait tout le nécessaire. Donc en fait, quand je dis qu'il faut intégrer tout le monde dans le process, c'est intégrer vraiment tout le monde en expliquant que si nous, en cuisine, on cuit à cette température, c'est parce que derrière, on sait que la qualité sera nickel. Si vous montez en température de 3, 4, 5, 10 degrés, eh bien, vous flinguez tout le travail du cuisinier en amont. Donc ça, c'est important. On va répondre à une dernière question et on s'arrêtera là. Oui. Sur les basses températures, y a-t-il des différences de degrés par rapport aux produits? Bien sûr. Bien sûr. Alors, sur la viande, alors je vois bœuf, veau, agneau. Je vous donne 3 repères. Je vous donne 3 repères de température très rapidement qui ont toujours besoin d'être ajustés par rapport au type de viande. Est-ce qu'elle est bio? Est-ce qu'elle est locale? Est-ce qu'elle a cavalé? Ou est-ce que c'est une viande de réforme? Donc, ça s'adapte toujours. Mais je vous donne 3 repères. Je veux une viande plutôt rosée. Je vais être plutôt dans des 63, 64. Je veux une viande qui soit encore juteuse. Je suis plutôt encore dans du 66, 68. Je veux une viande qui soit tendre. Si cette viande ne l'est pas au départ, il va falloir de la durée. Donc, on va être sur du 66 ou du 63 pendant très longtemps. Je ne sais pas si j'ai été clair. Bon, un rôti de bœuf que je veux rosé et tendre, je vais proposer comme couple temps-température 63. Et pour ce qui est de la tendreté, en fonction de la viande, supposons qu'elle soit un peu dure, je vais proposer un temps le plus long possible pour avoir un attendrissement. Simplement en quelques secondes, est-ce que vous pouvez nous dire si la cuisson basse température s'adapte bien aux liaisons chaudes, mais aussi en liaison froide? Tout à fait. Mais en fait, moi, je suis le bon exemple puisque au départ, on était en liaison chaude, on est passé en liaison froide. Donc, ça fonctionne très bien, liaison froide. Et on a des liaisons chaudes de temps en temps. Et voilà, donc ça fonctionne très, très bien. Il faut oser, en fait. Ouais. Si je peux me permettre, ce n'est pas une conclusion du tout, hein, je ne cherche pas à fermer la boutique, mais cette technicité de la cuisson basse température est, de mon point de vue, fondamentale, incontournable dans l'apprentissage. Un cuisinier, enfin une équipe de cuisinière, en 2021 ne peut plus ne pas bénéficier de cette technicité qui est positive tout azimut. Dans toutes les directions, toutes les facettes sont intéressantes. Donc, bien sûr, liaison chaude, liaison froide, mais ne serait-ce que chez vous en tant que citoyen, mettre en pratique, avec les moyens que vous avez, une cuisson plus douce et plus longue, c'est des gains sur toutes les facettes. Surtout économique, gustativement. Et ça n'est, hormis en bac pro et du point de vue théorique simplement, où on aborde les couples temps-température et les valeurs pasteurisatrices. Aujourd'hui, en CAP de cuisine, les jeunes sortent et ne connaissent pas la cuisson à basse température. Il leur faut faire une formation complémentaire ou des modules de formation continue par la suite pour pouvoir aller dans cette direction-là. Mais les écoles hôtelières, les centres de formation, l'AFPA, etc., ne dispensent pas dans leur cursus classique la cuisson à basse température. C'est malheureux. Merci pour vos interventions. Malheureusement, on va s'arrêter là. Les webinaires ne sont pas extensibles à l'infini. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions entre-temps, à me les envoyer par mail, que je pourrais envoyer à nos experts. Voilà, je tenais à vous remercier. Je tiens à remercier également les participants pour votre fidélité. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.